guide où je vais vous prendre avec moi toute la semaine pour vous faire suivre mes lectures. Et actuellement, je suis en train de lire L'héritage de la Villa aux étoffes de Anne Jacobs aux éditions Charleston. Vous voyez d'ailleurs ma belle collection toute là. Donc ce tome-là est un tome 3. On va se retrouver toujours à Augsbourg, cette fois-ci dans les années 20, en 1923, au moment du début de ce roman. Et la nouvelle décennie va impliquer énormément de changements dans le monde en général, puisque comme l'Allemagne a perdu la guerre, il y a pas mal de conséquences, notamment économiques, avec beaucoup de chômage et de pauvreté. Et en même temps, c'est aussi une ère de changement pour les femmes, puisqu'elles gagnent un peu en indépendance. Elles peuvent, je parle pour les femmes de la bourgeoisie, ou en tout cas de la haute société de l'époque, elles se baladent un peu plus sans chaperon, elles peuvent conduire une voiture, elles prennent un peu plus de décisions par elles-mêmes, même si bien sûr elles restent toujours un peu sous la coupe des hommes et notamment de leur mari lorsqu'elles sont mariées. Donc dans ce tome-là, on va suivre les mêmes personnages qu'on suivait dès le premier tome, c'est-à-dire Marie, les enfants Melzer, donc Paul, Kitty et Elisabeth. Je ne peux pas en dire beaucoup parce que c'est un tome 3 et que la moindre chose que je pourrais dire va complètement vous spoiler. Donc je ne vais pas détailler énormément sur l'histoire, mais juste pour donner un peu mon avis, j'aime bien, tout en sachant que j'avais vraiment adoré le tome 1 et que j'avais été très déçue par le tome 2. J'avais trouvé que le tome 1, ça avait été un coup de cœur, que j'étais passionnée par l'histoire, et le tome 2, je ne sais pas, ça l'a moins fait. J'ai trouvé les personnages très antipathiques. Marie, qui était un peu le personnage vers lequel on est censé s'identifier et qui est censé nous amener dans l'histoire, je trouvais qu'elle devenait très fade dans ce roman. Et donc j'avais été un peu déçue par le deuxième tome, ce qui explique que j'ai mis autant de temps à lire ce troisième qui attendait dans ma palle depuis quasiment un an. Là, j'ai lu à peu près 250 pages sur 550, donc il m'en reste encore une grosse partie. J'aime beaucoup. Moins que le premier, mais plus que le deuxième, je dirais, parce que je trouve que justement, il y a beaucoup de changements pour nos personnages qui font face à des nouveaux défis, de nouveaux challenges dans leur vie professionnelle ou sentimentale, et cet aspect-là me plaît. Et en même temps, c'est vrai qu'on est un peu déçu par certains personnages, je ne vais pas dire lesquels, qui se révèlent vraiment antipathiques, rétrogrades, très vieux jeu. Alors je comprends, hein, forcément l'époque change et c'est difficile de prendre le train en marche et d'accepter d'abandonner une partie de son monde et de se dire que certaines coutumes vont être complètement révolues. Mais les personnages sont particulièrement obtus et c'est pas toujours très agréable à lire. Néanmoins, je passe un bon moment de lecture, je lis pas beaucoup à la fois, mais ça se passe, c'est une lecture agréable. Sinon, c'est pas vraiment en rapport, mais vu que la période de Noël approche et le mois de décembre, si vous aimez les calendriers de l'Avent, je vous recommande celui-ci, qui est le calendrier d'Aromazone. Aromazone, c'est une marque de cosmétiques naturels et d'ingrédients naturels pour faire ses propres cosmétiques, que moi j'utilise depuis des années et que j'adore. Et là, c'est une amie qui m'a offert le calendrier de l'Avent, donc je suis super contente. Et en fait, le calendrier contient les ingrédients pour permettre de faire 6 recettes au total. Là, je les ai déjà ouverts, hein, comme vous pouvez voir, parce que comme je ne serai pas là tous les jours en décembre, et que dans tous les cas, j'oublie toujours d'ouvrir les calendriers, je me suis dit que j'allais prendre de l'avance. Et du coup, en ayant ouvert le numéro 1, 2 et 3 et 4, je peux faire la première recette, qui est un petit vernis naturel et fortifiant. Donc on a ici le top coat brillance, donc le vernis en soi, l'huile de ricin qui de manière générale est super pour tout ce qui est ongles et cheveux, ça permet de faire pousser en fait plus vite et de les fortifier. Donc si vous voulez faire pousser vos cheveux plus vite, vos cils, vos sourcils, la barbe, ça c'est hyper efficace. Et là on a du nacre naturel, une petite poudre d'or, donc pour faire le vernis. Voilà, j'ai hâte de tester, je pense que je testerai tout à l'heure et que je vais me faire quelques ongles pour voir si ça rend bien. Voilà, c'est pas de la lecture, mais je m'étais dit que ça pouvait être quand même intéressant. Et à part ça, donc j'ai pas de réception ou quoi que ce soit à vous montrer, à part si vous aimez le sport, parce que là, j'ai reçu ma nouvelle, je vais le mettre à l'endroit,
ma nouvelle Garmin donc pour aller courir et je suis super contente. J'ai vraiment trop hâte de l'essayer. Alors ce sera pas aujourd'hui, sans doute pas demain parce que j'ai déjà yoga ce soir et renforcement musculaire demain. Donc j'espère mercredi s'il pleut pas. J'avais une ancienne Garmin depuis 6 ans mais en fait elle devenait vachement obsolète, le cardio ne marchait plus et j'ai pas besoin d'une montre qui fasse énormément de choses, mais voilà, je voulais qu'il y ait quand même les basiques, qu'elle soit jolie et je voulais pas qu'il y ait non plus trop de fonctionnalités qui me servent à rien et qui me prennent la tête plus qu'autre chose. Voilà, ça aussi c'est pas de la lecture, mais on sait jamais, il y a peut-être des amatrices de course à pied parmi vous. Voilà, je vous retrouve du coup, je pense, demain pour vous faire le point sur ma lecture. Sur mes lectures en cours. Je rentre d'un run, ce qui explique ma tête un peu rouge. En tout cas, ça faisait trop du bien. Il faisait super froid au début dehors, mais après on s'habitue. Et comme ça, au moins, quand je rentre à l'intérieur, j'ai pas froid chez moi. Là, maintenant, je me sens super bien. Bref, on n'est pas là pour ça. Je venais pour vous dire que j'ai fini L'héritage de la villa aux étoffes de Anne Jacobs aux éditions Charleston. Et je l'ai beaucoup aimé. Avec quelques points négatifs cependant, mais dans l'ensemble c'était une très bonne lecture. Et autant le tome 2 m'avait mis le doute sur est-ce que j'aurais envie de continuer la saga à long terme, autant en ayant lu ce tome 3, j'ai vraiment envie de lire la suite. Alors, je pense que je vais un peu spoiler, parce que finalement c'est quand même des fois très difficile d'expliquer et de dire tout ce qu'on a à dire sur un roman si on ne peut pas rentrer dans les détails. Donc j'y ai réfléchi un peu et là je vais faire un avis avec spoiler. C'est pour ça que je vous préviens pour que vous puissiez passer cette partie de la vidéo. Et en tout cas je mettrai des chapitres dans la vidéo, comme ça il y aura un chapitre marqué spoiler Villa aux étoffes. Et vous savez que vous pouvez le passer si vous avez l'intention de lire le roman plus tard. Par contre, quand je ferai ma vidéo update lecture, là je ferai un update sans spoiler. Voilà, donc c'est votre chance de passer parce que moi je vais commencer. Donc pour dire, j'ai beaucoup aimé ce tome, même si je dois dire que c'est vraiment un tome de transition. Donc on peut se sentir un peu, on peut sentir qu'il y a un peu des longueurs quand même. Notamment, il y a toute l'intrigue autour de Paul et Marie, donc qui sont mariés et qui vont avoir une grosse dispute conjugale liée à la mère de Marie. Marie va donc quitter la maison, aller vivre dans l'appartement de Kitty et cette dispute va prendre des pages et des pages et des pages dans le roman. C'est globalement 70% du roman, j'ai eu l'impression, tourner autour de ça. Et c'est très très redondant puisque c'est toujours les mêmes réflexions des personnages, notamment de Paul qu'on suit d'assez près et qui va être toujours en mode je suis fâchée contre Marie, elle n'avait pas à se comporter comme ça. Oui, mais en même temps, je l'aime, il faudrait que je m'excuse. Mais je ne veux pas m'excuser parce que depuis quand un homme s'excuse auprès de sa femme, et puis quoi encore, etc., etc. Donc il va vraiment être tout le temps en boucle comme ça. Et je dois dire que c'est un personnage qui a vraiment énormément diminué dans mon estime dans ce tome-là. Il est très très vieux jeu. Finalement, on voit en fait comment en vieillissant, on évolue et c'est assez réaliste hein, finalement. Puisque le père était quand même assez vieux jeu aussi, assez obtus. À côté, Paul faisait figure d'esprit libre et indépendant. Et finalement, une fois qu'il se retrouve avec les responsabilités de son père, bien qu'il soit différent et qu'il soit quand même beaucoup plus sympathique, il va retrouver certains de ses traits de caractère, notamment la rigidité. Et du coup, voilà, Paul a été, je l'ai trouvé très antipathique dans ce tome-là. Pas du tout empathique justement envers sa femme, très très fermé. Et le pire c'était je pense Alicia, donc la maman de Paul, donc la belle-mère de Marie, qui est aussi complètement fermée. Alors bien sûr c'est déjà un peu une vieille dame pour l'époque, elle a la soixantaine, elle ne s'habitue pas à ce monde qui change.
mais elle est vraiment, elle a plein de remarques très très désobligeantes envers Marie et envers la mère de Marie, en parlant du fait que la mère de Marie n'avait pas d'éducation, que forcément Marie n'a aucune bonne manière, qu'elle a été mal éduquée, que maintenant ça ressort, qu'il fallait s'y attendre, que c'est une ingrate. Alors que bon, si vous avez lu le premier tome, donc vous savez que si Marie a peut-être des mauvaises manières, ben c'est qu'elle a été élevée dans un orphelinat et pas dans une famille aimante et riche. Pourquoi est-ce qu'elle a été élevée dans un orphelinat? Ben c'est parce que la famille Melzer a spoilé sa mère et son père et a laissé sa mère mourir dans le dénuement le plus extrême. Donc c'est un peu fort de venir se plaindre des manières de Marie alors qu'ils ont complètement précipité la chute de sa famille. Donc ça, je l'ai trouvé immensément antipathique, cette femme dans le roman. Elle s'arrange à aucun moment. Et voilà, je pense pas que je vais vraiment la supporter très longtemps dans les prochains tomes. Pareil pour Paul, en fait, je l'ai pas mentionné, mais il a plein de réflexions très très qui sont pas pertinentes, dans le sens, par exemple, à un moment donné, ils vont aller voir un cordonnier pour obtenir des renseignements. Et comme le cordonnier est un peu fermé, Marie va commencer à parler à sa femme, lui demander est-ce qu'elle pourrait pas lui confectionner des sandales que Marie pourrait vendre ensuite dans son atelier de couture. Et Paul va avoir une réflexion du style ah voilà, on voit que ses yeux s'illuminent de cupidité, Marie a su comment l'amener à se radoucir, pas étonnant. Sauf que c'est facile de parler de cupidité chez les autres quand on vient d'une famille riche, bourgeoise, qu'on n'a jamais manqué de rien, que même les privations de la guerre ont été beaucoup plus douces dans la famille Melzer que dans n'importe quelle autre famille. Donc c'était un peu abusé de parler comme ça. Bien sûr que le cordonnier et sa femme, qui sont pauvres, vont sauter sur l'occasion de pouvoir se faire un peu plus d'argent avec leur travail. Et je vois pas comment est-ce qu'on peut leur en vouloir. C'est normal, tout le monde veut survivre. Donc c'était vraiment une réflexion déplacée. Et dans tout le roman, il a énormément de réflexions comme ça. Je change un peu parce que je commençais à avoir une crampe au bras. Ensuite, par rapport au reste que j'ai beaucoup aimé, c'est les liens entre les filles, donc notamment Marie, Kitty et Elisabeth. Il faut savoir que moi, Elisabeth, c'est ma préférée depuis le début, parce que je trouve que c'est un personnage qui n'a pas la vie qu'elle mérite. Elle est maltraitée par sa famille, hein, elle est dédaignée. C'est toujours Kitty qui va être préférée ou Paul, parce que forcément c'est le fils. Et de manière générale, elle n'a jamais de chance et on ne la considère pas à sa juste valeur. Donc c'est pas étonnant qu'elle soit un peu aigrie au début. Et je trouve que c'est le personnage qui a la plus belle évolution depuis le début. Elle change, elle garde ses traits de caractère habituels, mais elle change, elle s'adoucit et elle a dans ce tome enfin un petit peu de bonheur et ça m'a fait super plaisir pour elle. J'ai aussi beaucoup aimé que ses relations avec le reste de la famille s'adoucissent, qu'elle soit un peu plus prise en compte, qu'elle soit un peu mieux considérée et je trouve qu'elle le mérite, donc de ce côté-là, j'étais très contente. J'ai aussi bien aimé Kitty. Kitty, au contraire, c'est vraiment un personnage que depuis le début, le tome 1, je ne supportais pas. Je trouve que c'est typiquement la jeune fille capricieuse, gâtée, qui peut faire tous les caprices du monde parce qu'on l'a toujours bien aimée, qu'elle est jolie, qu'on la trouve mignonne, qu'elle a du charme et on lui passe tout. Et c'est un personnage que je trouvais vraiment très très égocentrique. Elle a encore beaucoup de moments comme ça dans ce tome-ci. Notamment, il y a un moment, alors je sais plus trop ce qui se passe, mais quelqu'un est soit presque en train de mourir ou en tout cas quelqu'un est très très malade et elle, tout ce à quoi elle pense, c'est avoir du thé et des biscuits. Donc de manière générale, c'est toujours pas mon personnage préféré, mais je trouve qu'elle s'est vraiment améliorée et surtout dans ce tome, elle est beaucoup plus altruiste, que ce soit pour Marie surtout ou même pour sa sœur Elisabeth, et ça m'a fait plaisir de suivre ça. Le personnage de Marie, par contre, je trouve devient toujours un peu plus fade, puisqu'on est beaucoup moins dans ses pensées, on la suit beaucoup moins que dans les autres tomes. Je trouvais qu'on suivait, par exemple, dans la dispute conjugale, finalement, on va suivre plus plus Paul que Marie. Donc, elle est un peu en retrait. Au niveau des intrigues des domestiques, j'ai bien aimé, ça reste... je dois dire assez classique, c'est vraiment le Downton Abbey à l'allemande en fait, ce roman. Il y a énormément de romans qui
qui se prétendent être inspirés ou en tout cas être dans le même style que Downton Abbey. C'est devenu une grosse publicité que font les maisons d'édition maintenant sur tout roman. Très souvent, je trouve que c'est exagéré, mais pour cette saga, c'est exactement ça. Et j'ai trouvé que les nouveaux personnages amenés étaient assez intéressants et ce côté-là m'a plu. Petit bémol peut-être pour le côté historique qui m'avait beaucoup plu dans le premier tome, parce que je trouve que justement avoir le point de vue de personnages allemands sur la guerre ou en tout cas sur le début du XXe siècle, c'était super intéressant. Et là, même si on va mentionner un peu la monnaie et les bouleversements qu'ont amené la fin de la Première Guerre mondiale en Allemagne, je trouve que le contexte historique passait un peu à la trappe pour être surtout un roman basé sur les problèmes conjugaux de Paul et Marie. Donc en conclusion, ça reste un roman que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai retrouvé des personnages un peu plus sympathiques pour certains, que j'ai aimé voir leurs évolutions, même si je trouve que c'est vraiment un tome de transition. Je l'ai trouvé quand même plus intéressant que le deuxième et donc ça va être une saga que je vais continuer avec plaisir en espérant qu'elle traîne pas trop en longueur et qu'elle sache voilà, s'arrêter au bon moment et faire une fin digne de ce nom. On repasse à l'autre bras. Ensuite, pour finir le mois, puisqu'on est mercredi 30 novembre, je vais lire ce roman-là, donc Annie Ernaux, L'événement, publié chez Folio. Alors pourquoi je l'ai acheté? En fait, je vous avais déjà parlé dans mon premier Follow My Read du book club organisé par la librairie luxembourgeoise Ernster. Et ce soir, il y a la deuxième session en français. Donc moi, le premier mois, j'avais été à la session anglaise. Et ce mois-ci, j'ai décidé d'aller à la session en français. Sauf que j'ai vraiment galéré à trouver ce roman. Et je l'ai trouvé finalement hier dans une de leurs librairies. Donc il fait seulement 110-120 pages. Donc je pense que ça devrait être faisable de le lire dans l'après-midi et de pouvoir aller ensuite au book club à 18h. Ça, c'est en supposant que ma voiture soit sortie du contrôle technique à temps. Annie Ernaux, c'est une autrice que je n'ai jamais lue. Donc là, forcément, elle est mise à l'honneur de nouveau puisque elle a eu le prix Nobel de littérature cette année. Et il faut savoir que j'ai eu envie de la lire aussi parce que je pensais vraiment que c'était une autrice complètement encensée, qui n'avait pas de détracteurs, ou en tout cas qui, globalement, chez les femmes, était appréciée de toutes. Et j'ai découvert récemment qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne la supportent pas ou qui trouvent que son prix Nobel n'est pas mérité, que son écriture est très autocentrée, très égocentrique, ou qui n'aiment pas son style. Et ça m'a surprise, donc j'ai vraiment très envie de me faire mon idée. Et celui-ci, je pense que c'est un de ses plus connus et un de ses plus emblématiques. Donc ça me paraissait pas mal pour commencer. Du coup, je pense que voilà, je vais essayer de le lire cet après-midi. Si je peux, j'irai au book club. Si je peux pas, ben, je l'aurai quand même lu. Et je reviendrai vous faire un point sur ce roman demain et vous dire quel roman je vais commencer. Bonne journée! Et je vous retrouve pour faire le point sur mes lectures en cours. Je suis tout près du feu qui est en train de mourir parce qu'il faisait quand même assez froid, donc on a fait un petit feu pour se réchauffer. Et je vais donc vous parler de 2 lectures. Je vous ai pas pris hier parce que finalement j'avais pas grand chose à dire, j'ai pas beaucoup avancé. Ceci dit, mercredi, j'ai lu comme prévu L'événement de Annie Ernaux. Alors j'ai pas pu aller au book club parce que finalement c'était un peu trop juste niveau timing, entre mon contrôle technique, le book club, après j'avais un resto avec des copines, en sachant que le book club, le contrôle technique, le resto et là où j'habite, c'est 4 villes différentes, donc c'était un peu compliqué à organiser et j'avais pas le temps de finir le livre à temps pour aller au book club. Ceci dit, j'ai eu le temps de le finir dans la soirée, donc L'événement de Annie Ernaux. L'événement dont elle parle dans ce roman, c'est son avortement qu'elle a vécu en 1964, quand elle avait 23 ans, et lorsque bien sûr l'avortement était illégal. Donc dans ce roman, qui est plutôt une sorte de mémoire, elle va un peu revenir sur cet événement, raconter comment elle l'a vécu,
comment elle s'est débrouillée pour avorter, puisque c'était de manière clandestine. Donc comment faire pour trouver ce qu'on a appelé les faiseuses d'anges qui vous aidaient à avorter. Elle va parler de l'opposition et de l'agressivité parfois de certains médecins qui ne veulent pas l'aider, puisque forcément ils risquaient de perdre leur droit d'exercer. En tout cas, il y avait des conséquences légales qui étaient aussi importantes pour eux. Elle va raconter aussi comment le regard des autres, et notamment de certains hommes, peut changer en apprenant qu'elle est enceinte, puisque ça veut dire qu'elle a couché, et par très gros raccourcis, qu'elle est une fille facile pour certains. C'est un témoignage très intéressant. Après, il faut distinguer le fond et la forme. Donc, comme dit, le fond, je trouve que c'est un témoignage qui reste nécessaire. Il est assez percutant. Elle ne s'embarrasse pas de fioritures, donc elle va assez droit au but. Elle raconte la façon dont chaque étape s'est passée. Et j'ai trouvé ça assez percutant, assez oppressant même, quand elle raconte certains moments, par exemple les instruments utilisés qui sont stérilisés à la va-vite dans une casserole. J'étais mal pour elle. On pressent tout de suite que ça peut que mal tourner. En tout cas, la plupart du temps, il y avait des conséquences difficiles, voire mortelles pour les jeunes femmes qui faisaient ça. Donc c'était assez oppressant à lire. Et on peut que être soulagé que ce genre de pratique ait disparu, en tout cas ce soit bien diminué, j'imagine, avec la légalisation de l'avortement. Ensuite, sur la forme, c'est très particulier. Alors moi, je ne connaissais pas du tout son écriture, mais tout d'abord, j'ai l'impression qu'elle écrit plus pour elle-même que pour les autres. On a vraiment l'impression qu'elle se parle à elle-même, qu'elle fait appel à ses souvenirs, qu'elle les ressasse et qu'elle les analyse, mais que c'est pas forcément fait pour un public. Alors que bon, c'est publié, donc c'est forcément aussi pour nous, mais ça reste un récit vraiment très personnel. C'est presque comme un journal intime qui reviendrait sur cet événement. Et elle a un ton qui est assez froid, assez distant. C'est très chirurgical, je trouve, ce qui colle bien avec l'événement. Mais c'est assez particulier puisqu'elle va décrire ses émotions. Elle va dire qu'elle est désespérée, qu'elle a peur, qu'elle est stressée ou qu'elle est en colère. Mais en même temps, le ton employé, la façon dont elle décrit ses émotions reste très laconique, très froid, comme si elle voulait mettre vraiment une distance par rapport à cet événement qui est arrivé dans sa vie. Et comme si elle mettait une distance par rapport à nous aussi. Donc c'est une écriture qui est quand même assez particulière, mais que moi j'ai quand même bien aimé. Je trouvais que ça se prêtait tout à fait au récit qu'elle voulait nous faire. Effectivement, si elle écrivait des romans de 500-600 pages, je pense que j'aimerais pas ce genre d'écriture. Mais là, par rapport à ce qu'elle décrit, j'ai trouvé que c'était bien fait et que c'était un livre nécessaire. Donc une première découverte de Annie Ernaux qui est plutôt une bonne découverte. Je pense que je lirai d'autres romans d'elle sans me presser spécialement, mais je suis assez intéressée par les autres témoignages qu'elle a à faire. Ensuite, j'ai commencé une nouvelle lecture dont je ne peux pas beaucoup parler. Oups, le voilà. Donc c'est Les Loups Dorés, publié chez De Saxus de Roshani Chokshi. C'est le premier tome d'une trilogie et je le lis donc dans le cadre du Cold Winter Challenge et aussi parce que le deuxième tome va sortir dans une semaine et avant de l'acheter, j'aimerais savoir si j'ai aimé celui-ci. Donc j'ai lu que 40 pages, donc je ne peux pas vraiment donner mon ressenti sur l'histoire. C'est encore le tout début, je n'ai pas tout compris. Ce que je sais, c'est qu'on va suivre l'ordre de Babel, qui a pour but de conserver des objets précieux qui permettent l'art du forgeage. Le forgeage, je crois que c'est le fait de pouvoir apposer sa marque sur un objet et de pouvoir utiliser la matière, le solide, liquide ou son esprit pour apposer quelque chose, ou en tout cas pour contrôler les objets. Alors je ne suis pas encore sûre que ce soit complètement ça puisque ça n'a pas encore été complètement décrit là où j'en suis dans le roman. Et en fait, on a plusieurs maisons qui ont chacun un symbole. Et on va avoir un homme qui s'appelle Séverin, qui est le descendant d'une maison.
mais sa maison a été abolie. En quelque sorte, les autres maisons ont déclaré qu'il n'y avait plus d'héritiers, donc que la maison s'éteignait puisqu'il n'y avait plus de lignée, alors que c'est faux. Et lui, il veut vraiment récupérer les objets qui appartenaient à sa maison et récupérer son héritage en quelque sorte. Et pour ça, il va s'entourer d'une bande de personnes qui ont des pouvoirs et qui vont pouvoir l'aider dans cette quête. Voilà où j'en suis pour le moment. Ça se passe à Paris en 1889, donc 100 ans après la Révolution française et au moment où l'exposition universelle va se produire. Donc le contexte historique me plaît beaucoup, j'espère qu'il sera développé. Et pour la suite, pour le système de magie, pour l'univers, j'attends de voir ce que ça va donner en lisant un peu plus. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir... là on est vendredi, je pense que je peux le finir d'ici peut-être dimanche ou lundi. Et je vous en reparlerai à ce moment-là. Voilà pour aujourd'hui, salut! Hello, on est samedi, un jour un mug. Aujourd'hui, ça va être celui de Caro from Holland et toujours le petit rooibos caramel avant de poursuivre ma lecture en cours. Hello, on est dimanche et je vais à mon cours de yoga. Ça va me faire du bien, ça va être une petite pratique douce. Sinon, au niveau de ma lecture en cours, j'ai bien avancé dans les loups dorés. J'en suis maintenant à la page 330 sur 460. Donc j'espère le terminer aujourd'hui et ensuite je viendrai vous en parler. Salut! Un bon dimanche, c'est aussi un dimanche avec des cookies. Je viens d'en goûter un et ils sont vraiment incroyables. C'est ma recette préférée, c'est la recette d'Alice Esmeralda, donc une recette de cookies vegan et ils sont vraiment trop bons. Salut, on est lundi matin, ou plutôt presque lundi midi. Je vous prends rapidement pour clôturer ce vlog depuis le boulot puisque aujourd'hui c'est hyper calme, donc je m'ennuie un peu. J'espère que ma semaine sera un peu plus chargée quand même, histoire que je passe pas mon temps à me tourner les pouces. En tout cas là du coup j'ai une très longue pause déj vu que j'ai pas vu beaucoup de patients et je peux donc vous faire le point sur ma dernière lecture puisque j'ai fini de lire Les Loups Dorés. Alors pour parler de ce roman je suis un peu mitigée. En fait je peux pas dire que j'ai vraiment aimé ou vraiment adoré, mais je n'ai pas non plus pas aimé. Disons que j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé lire ce roman, je l'ai lu finalement assez rapidement, donc quand j'étais dedans je pouvais vraiment enchaîner une centaine de pages facilement, mais en même temps il m'a pas non plus complètement embarquée. J'étais pas, même si je le lisais pendant des longues périodes, j'étais pas non plus à fond dans l'histoire, j'ai pas ressenti d'intensité. Et c'est vraiment ça qui m'a manqué dans ce roman. Je trouve qu'il manquait beaucoup d'intensité, de rythme. Finalement, il se passe des choses, mais la façon dont c'est raconté, tout est assez monotone. Et il n'y a pas vraiment de pic au moment où il devrait y avoir des pics. Donc au moment où il se passe quelque chose, au moment où il y a un retournement de situation, on le ressent pas puisque tout est assez plat dans la façon dont c'est écrit en tout cas. Et du coup c'est un peu dommage parce que j'ai pas vraiment ressenti d'émotion en lisant ce roman.
De plus, je pense que ce qui a un peu cassé ce côté émotion, c'est que quand il se passait des choses importantes, tout de suite après, on allait avoir une ellipse et on allait se retrouver une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois après. Et du coup, on ne voit pas les personnages assimiler ce qui s'est passé dans leur vie tout de suite. On a leur ressenti 2 semaines après, quand ils sont passés à autre chose, ou en tout cas quand ils essayent toujours de passer à autre chose, mais qu'ils ont passé le premier cap. Et donc du coup, on n'a pas vraiment accès à leurs sentiments sur le moment. Et je trouve que ça enlève beaucoup d'intensité et d'émotion, justement. L'autre chose aussi, j'ai pas mal de critiques à faire sur ce roman. Je dois dire que si on me demande les points positifs, je saurais pas trop quoi dire. Et en même temps, c'est pas un roman que j'ai détesté, c'est pas un flop. C'est un roman dont je lirai la suite. Elle sort dans 3 jours. Donc je vais l'acheter. Alors je l'achèterai pas tout de suite, je pense que je l'achèterai vers janvier-février pour le lire cet hiver, puisque le tome 2 se passe en Russie. Et même si j'ai un format relié chez De Sextus et qui sont assez rares, j'ai remarqué que cette histoire-là ne s'était pas... le format relié n'était pas parti hyper vite, il n'était pas du tout out of stock, on le retrouve encore aujourd'hui. Donc je pense que si j'attends 1 ou 2 mois après la sortie pour acheter le tome 2, ce ne sera pas un souci. Et j'aurai quand même mon exemplaire en relié. La raison finalement pour laquelle j'ai envie de continuer, c'est parce que la fin, sans avoir vraiment un cliffhanger de fou, il y a quand même un peu quelque chose qui me donne envie de savoir la suite. J'ai envie de savoir comment l'histoire va se terminer. Et en plus, c'est juste une trilogie. Ça aurait été une histoire en 5-6 tomes ou plus, clairement, je m'en serais arrêtée là. Mais là, une trilogie, je me dis, ça vaut le coup de continuer. Surtout que, comme dit, le tome 2 sort dans quelques jours et le tome 3, je suis quasi sûre qu'il sortira au courant de l'année 2023, peut-être vers l'automne ou vers l'été. Et dans ce cas-là, au moins, je peux me dire que c'est une saga que j'aurais commencé et fini assez rapidement. Par rapport aux autres défauts que j'aurais à mentionner, ça se passe à Paris au moment de l'exposition universelle. Et moi, c'est une des choses qui, en lisant le résumé, m'a donné très envie. J'adore le Paris un peu de la Belle Époque et c'était quelque chose que j'avais envie de retrouver ici. Et je m'attendais à retrouver un peu une atmosphère à la Paris des Merveilles, donc une atmosphère un peu steampunk où la magie côtoie le Paris ordinaire. Et je dois dire qu'ici, on ne ressent pas du tout qu'on est à Paris, on pourrait être n'importe où ailleurs. Alors oui, elle mentionne la Tour Eiffel quelquefois, les catacombes, l'exposition universelle, mais c'est tout. En fait, elle mentionne des grands monuments, mais on n'est pas imprégné de la vie parisienne, et c'est quelque chose qui m'a manqué aussi dans ce roman. Par rapport aux personnages, ils sont plutôt sympathiques. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils sont tous d'horizons différents. Donc on va avoir une bande de 5-6 et notamment il va y avoir un historien qui est mi-philippin, mi-espagnol, une danseuse d'origine indienne, une mathématicienne ou une ingénieure polonaise juive. Donc on a beaucoup d'horizons différents et ça c'était un bon atout pour ce roman, en tout cas c'est ce qui fait sa richesse. Par contre j'ai eu un peu plus de mal avec les interactions des personnages. J'ai trouvé qu'elles étaient un peu forcées et en fait ici on essaye de nous montrer le trope found family, donc des personnes qui se rejoignent, qui s'allient et qui finalement vont créer des liens très forts entre eux, mais j'ai pas trouvé ces liens. C'est-à-dire, même si on nous dit qu'ils sont très proches, ça fait plusieurs années qu'ils collaborent, même qu'ils vivent ensemble, j'ai pas trouvé que dans leur façon d'agir les uns envers les autres, ils avaient l'air si proches. Alors oui, il y a des moments d'attachement, ils sont solidaires les uns envers les autres, ils se soutiennent, mais je sais pas, j'ai trouvé que les liens avaient l'air un peu faux, en tout cas pas assez naturels. Et c'était pareil un peu pour les romances. J'ai eu l'impression que les romances qui sont dans le roman ont été rajoutées histoire d'en mettre une, mais c'était pas vraiment naturel, et puis c'était beaucoup on se tourne autour, mais on revient en arrière, mais on avance. Enfin, c'était pas naturel et du coup ça m'a un peu déçue. Je reprends parce qu'il y avait un petit bruit strident qui devait être un peu agaçant pour vous et après avoir cherché c'était le chauffage. Donc comme je disais, voilà, les relations des personnages ne m'ont pas vraiment convaincue. L'histoire en soi était sympa, c'est un peu sous forme d'énigmes, donc ils vont d'énigme en énigme pour réussir à trouver ceux qu'ils sont en train de chercher.
Je vais pas vous en dire plus sur ce point-là. Et c'était assez sympa parce qu'on pouvait aussi essayer de trouver la réponse aux énigmes et que ça mêlait histoire et mathématiques, ce qui était assez original et ce côté-là m'a bien plu. Voilà. Ce que j'ai à dire d'autre sur ce roman, ben, je pense que c'est tout. Alors, j'étais pas trop revenue sur le résumé. Maintenant que je l'ai lu en entier, je vais en reparler peut-être un peu pour que vous sachiez de quoi ça parle exactement, en sachant que l'univers est quand même assez complexe et que j'ai pas trouvé que c'était aussi super bien expliqué. Après, c'est peut-être moi qui comprends pas bien, mais j'ai trouvé que c'était pas hyper clair. Et du coup, j'ai eu un peu de mal aussi à m'adapter, même si le concept est assez original. Donc en fait, tout se base sur le pouvoir de forgeage. Et le pouvoir de forgeage, c'est le fait d'avoir une affinité soit avec l'esprit, soit avec la matière. Et donc à partir de ce moment-là, par exemple, si on a une affinité avec la matière, donc on peut influencer les états solides, liquides, gazeux, pour créer des objets, pour les transformer. Par exemple, on a un des personnages, Tristan, qui a une affinité pour le liquide et plus particulièrement pour la sève des plantes. Et donc, il arrive à créer des nouvelles plantes qui peuvent avoir des pouvoirs spéciaux. Elles peuvent obscurcir une pièce, par exemple. Elles peuvent être toxiques, elles peuvent être vénéneuses. Enfin, il peut faire aussi juste des belles créations, de l'art, tout simplement. Donc ça, c'était un exemple de forgeage. Mais j'ai pas complètement compris le concept, pour être honnête. Donc du coup voilà, c'est aussi un petit point qui a fait que j'ai pas pu être à 100% dans ma lecture. Donc pour résumer, si je devais le noter, je lui donnerais par exemple 12 ou 13 sur 20. Donc une lecture qui est bien, sans être dingue, qui est un peu décevante sur les bords, mais qui fait que je continuerai quand même. Ensuite, avant de clôturer le blog, je vais vous parler de ma future lecture. Il s'agit de Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, publiée aux éditions Charleston. Donc c'est une petite romance de Noël. Je vous avais déjà dit que c'est pas trop mon genre. En général, je trouve ça trop cliché et trop convenu. Ceci dit, celle-là, elle a eu pas mal de bons avis. Et puis là, voilà, j'avais envie de quelque chose de léger, donc je pense que ça correspondra très bien. Voilà, je vous remercie beaucoup si vous êtes arrivé jusque-là et que vous avez regardé tout le vlog. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Si le cœur vous en dit, moi ça me fera très plaisir et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!